Bonjour et merci. Merci d'être venus si nombreux, si nombreuses à cette table, à cette conférence du Monde, le journal Le Monde, que je représente ici, que j'ai l'honneur de représenter ici, avec mes deux invités, que vous connaissez bien maintenant, Michel Fouché et Bertrand Badi. Alors, c'est le match retour, quelque part, puisque, souvenez-vous, il y a 2 ans, ici même, on avait organisé une table ronde qui avait tellement bien marché qu'elle avait continué à l'extérieur au Salon du Livre. Et puis Michel Fouché et Bertrand Badi se sont dit « mais pourquoi ne pas en faire un ouvrage ?» Et on s'est mis à travailler, enfin, surtout eux. Et un ouvrage en est sorti. Il a été publié en 2017 aux éditions CNRS, donc CNRS Éditions, Vers un monde néo-national. Et c'était un livre précurseur finalement, puisque effectivement, il y a eu une césure dans la marche du monde à partir de 2016-2017. Et c'était le premier ouvrage qui faisait état de cette césure. Et c'était un match nul, mais passionnant. Et tellement passionnant qu'on a voulu organiser le match retour. Nul, oui, parce qu'il n'y a pas de vainqueur de vaincu, comme les nouvelles guerres. Mais passionnant parce qu'on a voulu chercher une problématique qui correspondait un petit peu aussi à l'ère du temps. Et cette problématique, eh bien, les deux se sont mis d'accord sur ce sujet qui nous inspire aujourd'hui, qui nous préoccupe, qui nous inquiète aussi, à savoir, le monde échappe-t-il aux Occidentaux ? Mais avant de décortiquer un peu la question, je vais présenter quand même mes deux invités. Bertrand Badi, professeur de relations internationales, il n'aime pas le mot, mais bon, il faut le dire comme ça, Sciences Po, à Sciences Po Paris. Et Michel Fouché, qui est géographe, ancien ambassadeur, membre du comité scientifique du Collège d'études mondiales à la Fondation de la Maison des sciences de l'homme. Il est titulaire de la chaire de géopolitique mondiale. Je rappelle juste, parce qu'il le faut, et c'est un plaisir de vous l'annoncer aussi, Bertrand Badi vient de sortir un ouvrage chez La Découverte qui tombe pile, alors vous allez me dire oui, c'est normal, pas par hasard, il tombe pile dans le sujet puisque son intitulé est « Quand le Sud réinvente le monde ». Alors justement, on va leur poser une question tout de suite, histoire de bien planter le décor. Le monde échappe-t-il aux Occidentaux ? Que faut-il comprendre par cette question ? Et que faut-il comprendre par Occidentaux ? Occidental, Occidentaux, est-ce qu'il y a un modèle ? Michel Fouché. Bon, merci Gaëtz Minassian et merci au quotidien Le Monde, quotidien de référence du soir. Merci. Espérons qu'il le demeure. Il l'est. Pour nous éclairer. Je laisserai peut-être Bertrand Badi travailler la notion Occident-Occidentaux. Un mot sur le monde, qui est un terme que l'on emploie en permanence, je dirais, un peu à tort et à travers. Donc j'aurai un point de vue très précis, celui d'un géographe. Pour un géographe, le monde, c'est une échelle. Une échelle cartographique, géographique, qui se distingue d'une autre qui serait l'échelle continentale, qui n'a pas toujours de signification géopolitique, ou des échelles de regroupements régionaux, l'Union européenne, l'Association des États d'Asie du Sud-Est, et évidemment l'échelle de référence, en tout cas jusqu'à maintenant, du système international, qui est l'échelle de l'État-nation. Donc ça, c'est une banalité. Simplement, depuis peut-être une vingtaine d'années, je dirais depuis l'année 2001, le 11 septembre, l'entrée de la Chine dans l'OMC, on a le sentiment que ce qui se passe à l'échelle mondiale s'impose sur les autres. Ça n'a pas toujours été le cas. Souvent, c'était ce qui se passait à l'échelle des États-nations, ou de quelques-uns, ou bien à l'échelle d'États-nations à vocation ou à ambition impériale, qui s'imposait au reste du monde. À partir de là,
les Occidentaux, surtout les Américains et Britanniques, ont lancé dans les années 90 des idées de dérégulation économique et financière, ce qu'on a appelé la mondialisation économique et financière, qui s'est imposée une grande partie du monde. Simplement, comme souvent, les Occidentaux ont lancé des idées qui courent plus vite qu'eux. Et le principal bénéficiaire aujourd'hui de la mondialisation économique et financière avec ses propres règles du jeu, c'est la Chine. D'où cette réaction américaine qui est plus une réaction, qui est quasiment aujourd'hui un traumatisme. Donc, à la question qui est posée, la réponse, objectivement, c'est oui. C'est oui, mais c'est une réponse paradoxale parce que le monde échapperait non pas aux Occidentaux, mais aux idées que les Occidentaux ont lancées, en tout cas sur les questions économiques et financières. Parce que je pense que les États restent dans une logique, les États émergents restent dans une logique relativement classique. Donc il y aurait une sorte de renversement de la mondialisation au profit de nouveaux acteurs. Et c'est une transition de fond qui est porteuse de tensions. En même temps, on pourrait répondre, disons non, ou pas complètement. Toujours en géographe, le cadre territorial largement créé par les Occidentaux dans les 3/4 du monde, notamment les frontières, le cadre territorial qui fonde le système international classiste, pas mis en cause. J'étais en Afrique encore il y a quelques jours pour des conférences sur les questions des frontières. Les Africains ont accepté en 1964, tant bien que mal, les frontières héritées de la colonisation, les frontières occidentales. Le cadre territorial reste de facture largement occidentale. Les référents de la puissance. Bon, ça, c'est un débat avec Bertrand Badi. Le rôle de la technologie, c'est encore un atout occidental. Les modèles diplomatiques, bien entendu, les institutions nées après 1945, même s'il y a des phénomènes d'érosion ou de contournement aujourd'hui. Et puis, je dirais, le modèle de développement, le modèle de croissance, le modèle de prospérité. En Chine, c'est tout à fait extraordinaire. On est fasciné par les États-Unis, on veut imiter les États-Unis et naturellement, on veut les dépasser. On a déjà connu ça avant 1914 entre l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France. On admire et on dépasse. Ce qui fait que les Chinois se sentent plus en codépendance par rapport aux États-Unis que dans un système de rivalité. Donc, la réponse, c'est plutôt oui, mais il y a des cadres, des structures, des référents. Vous voyez, j'aurais une réponse dialectique. On peut être dépassé par les idées que nous avons mises sur le marché des idées. Très bien. Bertrand Badi, est-ce que vous partagez ce constat ? Merci de m'avoir invité. Pardon à la partie du public à laquelle je tourne le dos, c'est très mal élevé, mais... Oui, ah oui, c'est vrai, voilà. Mieux. C'est mieux. Voilà. La question que vous posez, c'est une question évidemment cruciale, mais terriblement compliquée. Donc je répondrai en mettant en évidence une ambiguïté, puis ensuite une contradiction, en troisième lieu des perspectives, à vos souhaits, et un petit dessert pour terminer. L'ambiguïté occidentale, occidentaux. Le terme est flou, le terme est construit, reconstruit, déconstruit. Il faut donc se mettre d'accord. L'Occident a connu 5 incarnations au moins dans l'histoire. La première pour se confondre en gros avec la chrétienté. Ça veut dire la chrétienté perd-elle le contrôle du monde. Le deuxième temps, ça a été de la Renaissance aux Lumières, c'est-à-dire cette invention de la raison politique. Là, la question serait, est-ce que le monde échappe à cette raison politique construite à l'occasion de la Renaissance et du siècle des Lumières. Le troisième temps, moins glorieux, c'est en gros le 19e et la première partie du 20e siècle, c'est le temps des standards de civilisation, c'est-à-dire ce temps où l'Occident se faisait missionnaire et allait éduquer les races inférieures. Est-ce que nous continuons à éduquer les races inférieures ? Et le cinquième temps, ça a été l'Occident contre le totalitarisme soviétique, c'est-à-dire l'Ouest contre l'Est. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ? On n'en sait pas trop rien.
Et l'Occident, qui aurait gagné la guerre froide, a essayé de se pérenniser alors qu'elle n'avait plus d'ennemis. Et du coup est parti à la recherche d'ennemis. Alors à un moment, on a proposé à la Chine de tenir ce statut, et elle n'en a pas voulu, pour les raisons qu'indiquait Michel il y a un instant. Alors on a cherché autre chose, l'islam, le Sud, je ne sais quoi. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup d'ambiguïté déjà dans cette idée, et c'est un sujet en évolution, c'est un sujet en construction, c'est un sujet plein d'idéologie et de référents idéologiques, plein de subjectivité. Une contradiction maintenant. Une contradiction, c'est que justement à l'occasion de ce siècle des Lumières et un petit peu avant, dès la Renaissance, ce monde occidental que constituait l'Europe jusqu'à l'Oural a inventé le premier système international, au sens strict du terme, c'est-à-dire un système constitué d'une juxtaposition d'États-nations. Et ce système international, que l'on appelle westphalien, parce que se confondant avec les résultats de la paix de Westphalie en 1648, couvrait à peu près le monde européen et le monde occidental. Et du coup, la contradiction, c'est que l'Occident s'est considéré comme seul au monde et comme étant un monde en soi. Et donc, la grande crise, c'est au début du XIXe siècle, lorsque l'Occident s'est ouvert au monde et que, découvrant l'Asie, notamment la Chine, mais pas seulement, l'Afrique et d'autres, cet Occident n'a pas su se définir par rapport à ce reste du monde. Aurait pu l'intégrer, aurait pu construire une vraie première mondialisation politique, à égalité. Intégrer la Chine, intégrer le Japon, intégrer l'Inde, intégrer l'Afrique, et on aurait pu effectivement assister à la naissance d'un système réellement international. Elle ne l'a pas fait, et pour se défendre, elle s'est construite, comme je le disais tout à l'heure, en instance hiérarchiquement supérieure aux autres. C'est-à-dire on a introduit dans le jeu international une culture hiérarchique. On est supérieur aux autres. Et donc les autres, normalement, on va les coloniser, les dominer, les mettre en tutelle, mettre en place toute une série de traités inégaux. Et de ce fait, effectivement, l'Occident, à ce moment-là, dominait le monde. Ça a été un temps, et la grande difficulté de notre actuelle mondialisation, c'est de réussir à effacer cela, c'est-à-dire réussir à abolir cette séquence de l'histoire, qui est cette séquence hiérarchique, pour constituer, comme le réclame la Charte des Nations Unies, un système d'égalité souveraine entre États-nations. Alors, j'en viens maintenant à la perspective qui s'ouvre ainsi. Cette tentative de construire une mondialisation égalitaire, dans un premier temps, a échoué. Elle a échoué parce que la décolonisation, qui aurait pu être le moment fort de cette égalité construite, a été accomplie sous le signe de l'asymétrie, de l'inégalité. C'est-à-dire l'Occident s'est refermé sur une autogouvernance exprimée par le P5, qui, même s'il inclut les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, la Chine en son sein, est essentiellement une structure issue des vieilles puissances du Nord. Et encore plus le G7, qui n'inclut personne hors de ce vieux monde, le Japon pouvant être considéré depuis un certain temps comme étant l'extrême Occident, beaucoup plus que l'extrême Orient. Et puis toutes les structures de gouvernance mondiale qui ont en quelque sorte reproduit cette nature oligarchique de la domination occidentale. Et nous en sommes là sur un constat d'échec. Pourquoi constat d'échec? Et je crois que peut-être là nous touchons le fond du problème et un élément de réponse à votre question, parce que aujourd'hui le Sud a conquis le monde dans la mesure où il emporte l'essentiel des enjeux. Regardez où sont les conflits. Presque tous, à 90-95% au Sud. L'Europe n'est plus le champ de bataille du monde. Le champ de bataille du monde, c'est en gros le Sahel ou le Grand Moyen-Orient. Les grands enjeux qui déterminent la survie de la planète sont des enjeux qui, pour l'essentiel, sont construits à partir des problèmes du Sud, c'est-à-dire l'insécurité humaine, l'insécurité alimentaire, l'insécurité sanitaire, l'insécurité environnementale, qui trouve l'essentiel de sa construction dans les pays du Sud.
l'essentiel des enjeux parce que les grands équilibres démographiques donnent au Sud une prépondérance sur le Nord. Essentiel des enjeux internationaux aussi parce que la plupart des événements déstabilisant le monde, déstabilisateurs du monde, viennent du Sud. Et face à cela, c'était le dessert un peu de mauvais goût que je vous proposais. Face à cela, où est l'Occident? Il est d'abord dans une position réactive. Nos puissances... Ah bah oui, mais il faut quand même que je le dise. Mais ce sera la deuxième question. Comment? Ce sera la deuxième question, justement. Ah bah oui, mais enfin quand même, c'est important. Ne me censurez pas. Je ne censure pas, Donc, régule. Les grandes puissances, d'une attitude proactive, sont dans une attitude aujourd'hui réactive. Et deuxièmement, et surtout, comme ça je vais pouvoir m'arrêter, ce qui est tout à fait remarquable, et ça rejoint en partie ce que disait Michel il y a un instant, c'est que l'Occident est en train de devenir protestataire. Regardez le phénomène Trump. Trump, oui. Justement. Vous n'aimez pas que je parle de Trump? Non, mais on va y aller progressivement. Mais attendez. Non, attendez. Non, mais ça va être oui, mais ça va arriver. Ça va être ma dernière phrase. Ça va être ma dernière phrase. C'est terrible, hein, c'est difficile. Pourquoi est-ce intéressant? Parce que l'essentiel de la mondialisation que nous vivons aujourd'hui, elle a été produite par les puissances occidentales et notamment par les États-Unis. Et maintenant, que voit-on? Cette même mondialisation produite par les États-Unis, contestée d'abord et en premier lieu par le président des États-Unis et par le système américain. Alors maintenant, je me... Merci, il reste plus que 2 questions. Non, alors, Michel Fouché, dans cette introduction un petit peu longue sur le basculement du monde. Je ne sais pas, on n'a pas la même montre peut-être, je ne sais pas. Non, mais c'est pas grave. Voilà. Il n'y a que le président de la République qui est maître des horloges. Non, moi je suis maître de rien du tout, vous avez raison de le préciser. Michel Fouché, avec cette introduction où vous avez parlé vous-même de dialectique, Bertrand Badi vient de parler d'ambiguïté, de contradiction et de perspective, des enjeux, de victoire du Sud, de repli du Nord, enfin de l'Occident plutôt. À votre avis, quel devrait être le comportement des Occidentaux face à ce décentrement du monde? Comment on devrait réagir? Comment on devrait agir? Comment on devrait s'adapter ou pas justement à cette mutation, à cette transformation? Oui, je trouve que la question est un peu brutale parce qu'elle suppose qu'on a une compréhension complète de ce qui se passe. Ce qui probablement n'est pas le cas. Je ne parle pas pour nous en général, mais on est aujourd'hui dans... il y a une transition de fond qui est assez lente, mais ce n'est pas la première. On a assisté à l'effondrement du système soviétique en direct. Et on assiste aujourd'hui, ça a déjà été dit, au spectacle de la montée en puissance d'une nouvelle puissance qui s'appelle la Chine. C'est quand même tout à fait extraordinaire dans tous les domaines. Avec une capacité de financement, d'attraction, d'investissement dans les infrastructures, d'influence, c'est tout à fait spectaculaire. Et je crois qu'il faut comprendre tout ça. Je crois que notre compréhension des choses est un peu brouillée par un élément tout à fait important qui est la révolution digitale, qui est aussi importante que l'invention de l'imprimerie, et qui nous met, je dirais, en position un peu d'être démunis face à tout ce qui arrive tous les jours, d'images, de discours de l'autre, d'ambition, de choses qu'on n'a pas forcément choisi de recevoir, et dont l'interprétation dépend largement des médias, mais pas seulement.
Et donc, on est dans une situation où je pense que nous sommes largement ignorants de ce qui se passe, même quand on est chercheur ou diplomate, qu'il y a un gros travail à faire pour déblayer les préjugés, les stéréotypes, les fausses nouvelles. C'est plus difficile qu'avant, moi je le sens personnellement. Un travail, avant d'aborder des sujets de fond, il faut d'abord déblayer le terrain de tous les commentaires immédiats sur des images très sélectives. C'est plus difficile de travailler aujourd'hui sur la compréhension des choses. Et si on ne fait pas ce travail, on est plutôt dans la réaction. Alors les scénarios de réponse, je dirais, la première exigence pour nous, c'est de comprendre ce qui se passe et de savoir où sont nos intérêts. Je parle, nous, Européens, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Ensuite, on a une gamme. Est-ce qu'on est dans la réaction défensive? Est-ce qu'on est dans la contre-attaque? Si oui, sur quel sujet? Est-ce qu'on est dans la négociation? Est-ce qu'on est dans l'adaptation? Est-ce qu'on est dans la résignation? L'Europe peut très bien devenir le musée du monde. Musée du monde, Château de la Loire et le Louvre. 100 millions de touristes cette année en France. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est une option. Moi, ce n'est pas la mienne, mais... Donc, au moins, ça nous oblige aujourd'hui... Je ne vais pas élaborer là-dessus, mais je sors un livre dans 3 semaines sur le sujet, à non pas repenser, refonder le projet européen, mais se mettre d'accord sur une raison d'être supplémentaire du projet européen à l'échelle du monde. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, travailler ensemble à l'échelle du monde? Alors, pendant longtemps, on a travaillé à l'échelle carolingienne, en gros. Réconciliation franco-allemande, élargissement à l'Europe centrale. Nous avons un contexte international radicalement différent. La construction européenne a toujours été une réponse à des contextes successifs. Là, il y a quelque chose de tout à fait massif. Et ce qui me frappe, c'est qu'on commence à s'en rendre compte. C'est-à-dire aujourd'hui, on parle un petit peu moins de valeur, un peu plus d'intérêt. D'ailleurs, ma thèse est un peu plus complexe que ça, et ça me désole beaucoup. C'est au moment où, face à Trump, à Xi, à Poutine, à Erdogan, et puis au prince Salman, aux Iraniens ou ailleurs, au moment où on prend conscience que nous avons, nous, petites nations, à la longue histoire et aux frictions permanentes, des intérêts partagés, sinon des intérêts communs, au moment où on est capable de se défendre face aux GAFA, où on investit un peu dans la défense, où on parle d'autonomie stratégique, même en Allemagne, c'est au moment où on prend conscience de ça, des défis et des intérêts à l'échelle mondiale, qu'il y a une remise en cause des valeurs démocratiques. Parce que nous sommes en concurrence avec des récits de la réussite économique en Chine, une réussite économique sans démocratie, sans état de droit complet, ou le discours russe de démolissage, on démolit systématiquement les pratiques démocratiques et l'état de droit. On a là des défis qui sont relayés à l'intérieur, dont on avait parlé avec Bertrand et avec vous dans le monde néo-national. C'est ça ce qui m'inquiète beaucoup. Encore une fois, je résume. Nous prenons enfin conscience, Européens, de nos intérêts à l'échelle mondiale, et il y a des faiblesses internes sur ce qui fait le fondement de nos valeurs politiques et démocratiques. Et je crois en fait que l'Europe est aujourd'hui une cible des grands acteurs internationaux. Donc il faut qu'on se défende, et il faut persévérer dans ce qui est l'état de droit, les valeurs démocratiques, le rôle des institutions, l'alternance politique et le souci de la stratégie à long terme. Bertrand Badi, Trump aux États-Unis, justement, vous en avez parlé il y a 5 minutes. Le Brexit, l'Italie qui passe aux mains des nostalgiques de la dictature, pour faire simple. L'Union européenne qui ne sait plus où elle en est. Les Occidentaux, au sens large du terme, ont-ils encore les ressources pour renverser la tendance? Ou est-ce que c'est le repli qui l'emporte sur l'ouverture? Alors, plusieurs choses. La première, c'est que, incontestablement, c'est ce monde occidental, même si on ne nous rouvre pas à chaque fois la boîte pour savoir exactement ce qu'il y a dedans, c'est le monde occidental qui a le plus de handicap pour entrer dans la modernité et la mondialisation. Parce que ce monde occidental agit en fonction d'une mémoire internationale extrêmement forte qui est à l'inverse de la mondialisation. C'est-à-dire qui est issu du système westphalien, qui est fait de souveraineté, de puissance, de compétition de puissance, de rivalité interétatique, de guerre interétatique, et il faut
faire basculer tous ces référents qui ont fait le succès de ce monde occidental dans les oubliettes pour s'adapter aux paramètres de ce nouveau monde. Le défi n'est pas simple et on comprend l'extraordinaire crispation conservatrice qu'on trouve chez nos politiques au nom de cette mémoire. La Chine, je rejoins ce que disait Michel il y a un instant, est bien sûr le grand vainqueur de la mondialisation, mais pour une raison très simple, c'est qu'elle avait tout à y gagner et qu'elle partait d'un système ancien qui avait fait son malheur, c'est-à-dire la westphalianisation du monde lui avait coûté cet asservissement qui a été l'histoire de son 19e siècle et finalement de la première moitié du 20e siècle. Maintenant, les atouts, que peuvent-ils être? Je rejoins volontiers ce que disait Michel tout à l'heure. Ça veut dire ce que nous ne savons pas faire. Ce que nous ne savons pas faire, c'est-à-dire une vraie connaissance de la mondialisation. Ce mot est dans toutes les bouches, il est utilisé par les politiques, par les journalistes, par les universitaires, on ne sait pas le définir. Et on en fait une injure, on en fait un instrument de stigmatisation. Or, la mondialisation, il faut la prendre dans son essence, c'est-à-dire, je rejoins aussi une remarque de Michel, la communication généralisée, c'est-à-dire la construction d'un monde unique, incluant tout le monde. Et ceci a des implications que nous ne pouvons pas annuler par décret, contrairement à ce que pense le Conseil européen. Et l'une de ces implications majeures, c'est la mobilité. Nous entrons avec la mondialisation, et parce que c'est la mondialisation, dans un monde de mobilité croissante, qui fait que la migration va devenir l'ordinaire de notre monde et probablement l'avenir de notre monde. Or, regardez comment nous réagissons. À coup de Frontex, à coup de mise en échec de l'Aquarius, ce qui, moi, personnellement, me révolte profondément, mais au-delà du symbole, cette impossibilité de poser cette question simple, mais comment tirer le maximum d'avantages de ce monde dans lequel la migration deviendra irréversible? Comment en tirer le positif? Il y a énormément de positifs dans la migration, il peut y avoir du négatif si on le gère mal, mais pourquoi l'Europe n'amorce jamais au niveau du Conseil européen une réflexion sur ce que peut être le régime des migrations demain, au lieu de dépenser des milliards dans la répression et d'envoyer au fond de la Méditerranée depuis l'an 2000 50 000 personnes. Il y a là une contradiction énorme qui est la meilleure mesure de notre faiblesse. Maintenant, il y a aussi un autre élément. L'autre élément, c'est l'autre composante de la mondialisation qui est l'interdépendance. Et l'interdépendance, ça veut dire que le faible dépend du fort, ça c'est pas très nouveau, mais que maintenant le fort dépend du faible. Et ça c'est révolutionnaire. Et il faut savoir que derrière cette interdépendance apparaît quelque chose que nous ne savons pas décrypter. C'est que cette interdépendance généralisée qui caractérise la mondialisation se traduit par un monde qui est plus intersocial qu'interétatique. C'est-à-dire, et notamment grâce à la communication, l'interpénétration des sociétés, leur interdépendance les unes par rapport aux autres, au-delà des États, des frontières, des gouvernements, du droit public. Cette intersocialité, c'est véritablement l'actuel moteur du monde. C'est ce qu'un pays comme la Chine, qui pourtant est très souverainiste, très attaché à la souveraineté étatique et territoriale, a cependant compris. C'est-à-dire qu'il y a une dynamique des sociétés dont le principal chantier est de la maîtriser. Alors, la maîtriser, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, ce qui me permettra de rendre l'antenne tout de suite. Maîtriser cette dynamique intersociale, c'est réfléchir, et c'est ça l'enjeu d'aujourd'hui, et c'est à cette condition que l'Occident pourra résister et gagner, c'est de substituer à la vieille sécurité politico-militaire une sécurité humaine. Ce que, dans sa grande sagesse, le programme des Nations Unies pour le développement a appelé « free from fear ». Dit en anglais, ça fait beaucoup plus important. Libéré de la peur, c'est-à-dire effectivement promouvoir cette condition de survie de l'humanité sans laquelle la mondialisation ne cessera de renvoyer
aux pauvres l'image arrogante du riche, aux faibles l'image arrogante du fort, et donc de créer ces formes nouvelles de violence qui nous menacent. Merci. C'était préparé, ça. Non, je plaisante. Je plaisante. N'est-ce pas? Michel Fouché, Bertrand Badi a parlé il y a 10 minutes à peu près de la diplomatie contestataire des États-Unis. À l'Assemblée générale des Nations unies fin septembre, il a mis en avant le patriotisme et Emmanuel Macron a répondu par le multilatéralisme. Est-ce que ça veut dire qu'on a deux lectures de la mondialisation en Occident, une plutôt de repli et l'autre plutôt d'ouverture? Et à travers cette deuxième question, après cette première question, une deuxième sur quel type d'alliance en Occident. On a juste, pour l'instant, on a un instrument qui s'appelle l'OTAN, mais dans ces deux lectures totalement contradictoires, peut-on encore parler d'une alliance saine, durable, structurelle? Donc deux questions dans ma question. Le terme Occident est de moins en moins employé, et même aux États-Unis, the West. Maintenant, le discours aux États-Unis, c'est l'Amérique. America First. C'est un discours qui commence à percoler, malheureusement, ailleurs. Parce que il y a un véritable défi à la toute-puissance des États-Unis aujourd'hui. Encore une fois, Reagan a lancé un mouvement de dérégulation, libéralisation, dont les résultats lui échappent complètement. Quand on va aux États-Unis, on est frappé de voir qu'aujourd'hui, tout est fabriqué en Chine. Et le déficit commercial, on suit ça mois par mois, des États-Unis à l'égard de la Chine, à l'époque de Trump, ne fait qu'augmenter. Essentiellement parce que les États-Unis consomment plus qu'ils ne produisent. C'est ça la raison du déficit. 460 milliards d'importations, 180 milliards d'exportations. Donc, de ce point de vue-là, le trumpisme survivra à Trump, c'est-à-dire que ça, c'est le symptôme, Macron en a parlé, d'une inquiétude des États-Unis sur l'émergence d'un véritable rival. Tout en pensant que les États-Unis ont probablement besoin de ce type de défi pour pouvoir continuer à s'intéresser aux affaires du monde. Et ils mettent l'accent moins sur les questions géopolitiques que sur les questions géotechnologiques. Dans le collimateur aujourd'hui de l'administration américaine, c'est le plan Made in China 2025. Les Chinois ont très bien compris que les bases de la puissance aujourd'hui, dans un monde interdépendant, je suis tout à fait d'accord avec Bertrand sur ce point, dans un monde interconnecté, c'est la maîtrise des savoirs scientifiques et techniques d'aujourd'hui et de demain. Ça, c'est fondamental. Et c'est cela que l'administration américaine actuelle veut essayer de ralentir. Je crois que, par rapport à votre question précise sur qu'est-ce qu'on fait, la plupart des Européens continuent à penser que leur sécurité en dernier ressort est assurée par l'OTAN, c'est-à-dire par les États-Unis. Obama avait été le premier à expliquer que les Européens étaient des passagers clandestins de la sécurité internationale, puisque le coût de défense de l'Europe est assumé à 75% aujourd'hui par les États-Unis. La guerre froide, c'était 50-50. Aujourd'hui, et notamment le cas de l'Allemagne, si vous voulez, qui prospère sans investir dans la défense. Donc, il y a là quelque chose qui ne va pas, et je pense que Trump a raison, comme l'avait fait Obama, de demander aux Européens de rééquilibrer un peu les efforts de défense, même si derrière ça, on est tout à fait prié d'acheter des armements américains. Donc, ce qui trouble aujourd'hui les Européens, on le voit en particulier en Allemagne et au Royaume-Uni, c'est la remise en cause de l'Alliance Atlantique, de la garantie de sécurité, de l'ordre international libéral, de l'intérieur de chez son promoteur même. Le ministre Jean-Yves Le Drian parlait, à une conférence que nous avons écoutée ensemble avec Bertrand il y a 1 mois et demi, de démontage méthodique du système international, ou du multilatéralisme. Mais la réponse française en termes de multilatéralisme, je pense qu'elle ne suffit pas.
D'abord, c'est une idée assez française, parce que les instances internationales, pour la France, on y a des positions avantageuses qui ne reflètent pas exactement aujourd'hui l'état du monde. Conseil de sécurité, les grandes puissances qui n'y sont pas. Il n'y a pas le Japon, il n'y a pas l'Inde, il n'y a pas le Brésil, il n'y a pas d'État africain. La France a une espèce de prime, là, depuis 1945. C'est un démultiplicateur d'influence. Donc le multilatéralisme sert aussi nos intérêts nationaux. Il ne faut pas l'oublier. Mais ce qui est troublant aujourd'hui, c'est cette mise en cause de l'ordre international libéral de l'intérieur. Parce que les États-Unis considèrent aujourd'hui que l'ordre international, les structures régionales sont défavorables. Le nouvel accord commercial Canada, États-Unis, Mexique ne s'appelle plus accord de libre-échange nord-américain, mais accord commercial États-Unis, Mexique, Canada. C'est-à-dire que Trump, il est dans une logique de rapport de force bilatéral. Parce qu'en bilatéral, il est toujours le plus fort, sauf avec la Chine. Avec les Européens, ça ne marche pas, puisque les questions commerciales sont traitées exclusivement par la Commission européenne. Il veut casser ça. Trump considère que l'Union européenne n'a aucun avenir. Et il a dit à Mme May, lorsque vous aurez un Brexit dur, vous aurez votre accord de libre-échange. Il est dans cette logique de déconstruction des choses. Il y a aussi une remise en cause de l'extérieur. Le ministre russe des Affaires étrangères, il y a 2 ans, disait qu'il fallait aller vers un monde, il fallait construire, je cite, un monde démocratique et juste, un monde post-occidental, si vous voulez. Et les Chinois parlent d'un système alternatif, d'un nouveau mode de relations internationales. Donc, vous voyez, on est un peu coincé entre ces offres alternatives et le fait que le principal, le garant en dernier ressort de ce système international est en train de le remettre en cause lui-même. Donc, il y a un désarroi européen actuellement, c'est évident. Merci. Alors, Bertrand Badi, avant d'aborder le Sud, puisqu'on est encore sur l'Occident, je prendrai un cas concret de perte d'influence ou de puissance. C'est le cas syrien, la guerre en Syrie. Est-ce qu'à votre avis, les Occidentaux sont définitivement, alors je sais qu'on a du mal avec ce mot, mais est-ce qu'ils sont réellement, profondément, durablement exclus du jeu syrien? Alors évidemment, c'est la question d'actualité, elle est très révélatrice. Parce que regardez la posture des Occidentaux dans le conflit syrien, qui est comme un conflit majeur. N'oubliez pas, au-delà des quelques 500 000 morts victimes de ce conflit, celui-ci dure depuis maintenant plus de 7 ans, c'est-à-dire a dépassé en longueur les 2 guerres mondiales que nous avons connues sur notre sol européen au XXe siècle. Et que voit-on ? Eh bien, on voit que les États-Unis, la superpuissance, et d'une façon générale, le monde occidental, sont totalement absents du jeu syrien. Ce qui est profondément nouveau, c'est-à-dire à aucune étape de tous les conflits, et Dieu sait s'ils ont été nombreux dans le grand Moyen-Orient, on n'a jamais vu ainsi la superpuissance américaine à ce point marginalisée et exclue, et on n'a jamais vu les diplomaties occidentales, notamment la diplomatie française, dans cette position, dans cette posture totalement réactive, qui consiste non pas à dire comment on peut faire quelque chose pour arrêter le drame syrien, mais comment on peut faire quelque chose pour être à nouveau dans la boucle qui décide de l'avenir du Moyen-Orient. Et ça, c'est une question d'un certain point de vue consternante. Que s'est-il passé ? Alors, les erreurs accumulées, bien entendu, la perte d'influence, tout ceci mériterait qu'on s'y arrête, la décrédibilisation de ces diplomaties, l'échec de ce gadget occidental qu'est l'intervention militaire par laquelle on pense pouvoir résoudre les conflits des autres. C'est exactement comme si vos voisins de palier se querellaient, que vous interveniez et que vous décidiez des conditions de leur divorce, qui aura le chien, qui aura le chat, qui aura les meubles, qui aura les livres, et au passage on sert pour rétribuer ces honorables services. Tout ceci a échoué partout. Il n'y a pas une intervention de ce type qui ait pu aboutir à des résultats positifs. Ça a contribué effectivement à marginaliser l'Occident. Et pourquoi ceci est important? Parce que, effectivement, l'intervention militaire, c'était la poursuite de la vieille grammaire westphalienne. Un problème se pose, donc c'est par la grammaire de la puissance qu'on pourra le résoudre.
Et cette marginalisation des puissances occidentales, des États occidentaux, des diplomaties occidentales, se traduit par quelque chose, mais que l'on n'a pas suffisamment mis en lumière, y compris dans le grand journal du soir, mais nulle part, à savoir la formation de ce mystérieux triangle Iran, Turquie, Russie, qui se substitue à la communauté internationale tout entière. Monsieur Poutine a réussi, outre à reprendre des galons dans ses capacités militaires, à choisir son interlocuteur, c'est-à-dire celui des États qui est en désaccord fondamental avec lui sur la question syrienne, pour en faire l'exclusif interlocuteur. À tel point que j'ai les plus grandes craintes concernant Idlib. Mais si pour l'instant Idlib n'a pas encore explosé, c'est cet équilibre savant entre la puissance russe et son pendant turc. Ça, c'est du jamais vu, cette exclusion de ce qui était la puissance d'hier. Mais pour compléter cette réponse, je voudrais faire écho d'un léger désaccord que j'ai avec Michel sur l'idée même de puissance. C'est-à-dire, Michel dit on a assisté à la montée d'une nouvelle puissance qui est la Chine. Oui et non. Oui et non. Oui, bien sûr, la Chine est une puissance commerciale. Oui, la Chine est une puissance économique. Oui, la Chine est une puissance technologique. Oui, la Chine est une puissance financière, il ne faut pas l'oublier. Mais la force de la Chine, c'est d'avoir composé une grammaire de la puissance qui n'est pas le pur décalque des puissances issues du système westphalien. C'est-à-dire une puissance qui profite de manière, certains pourraient dire éhontée, je dirais de manière extraordinairement utilitariste de la mondialisation pour se servir un peu partout parce qu'elle a besoin d'énormément de choses et notamment de ressources énergétiques, mais qui se garde de jouer la puissance militaire tous azimuts. Alors certes, les dépenses militaires de la Chine ont fait un bond en avant, mais il faut dire qu'elles partaient de très bas. Certes, la Chine agit comme une puissance militaire classique dans sa région, c'est-à-dire dans l'Asie orientale et notamment dans la mer de Chine, ça nous le savons et nous en avons des exemples tous les jours, mais la Chine ne cherche pas à se mêler du G5 Sahel, pourtant Dieu sait si elle est présente en Afrique, à se mêler du conflit moyen-oriental, et Dieu sait pourtant si elle est impliquée dans les économies énergétiques moyen-orientales. La Chine invente, en tous les cas sur le plan politico-militaire, une métapuissance qui met l'Occident en l'embarras parce que l'Occident continue à reproduire son vieux modèle de la puissance politico-militaire qui ne marche pas et a en face de lui un rival, pas un ennemi, un rival insaisissable parce que ne jouant pas de la même partition. Merci. Michel Fouché, avec ce passage de l'Occident vers le Sud à travers la Chine que vient de décrire Bertrand Badi, faut-il parler d'un Sud ou plutôt des Suds? Et est-ce que le Sud, si on part du principe que c'est un concept, est-ce que le Sud vous semble assez homogène pour reprendre en main le système international et imposer sa vision? Je vous répondrai quand j'aurai terminé la lecture du dernier livre de Bertrand, qu'il m'a envoyé dédicacé. Vous n'avez pas besoin de cet ouvrage pour avoir une réflexion. Il faut que je lise jusqu'au bout. Mais c'est vrai que j'ai pensé que le titre englobant méritait peut-être une lecture plus approfondie. Encore une fois, comme géographe, je me méfie parfois des cartes mentales, des représentations. Le débat à l'instant est intéressant parce qu'on ne peut pas à la fois s'accorder sur le constat qu'il y a une espèce de déprise de l'Occident sur toutes les affaires du monde et le regretter. Il faut savoir si on est content qu'on cesse de se mêler des affaires du Moyen-Orient ou si on considère que si on ne s'en mêle pas, on se marginalise. Là, il faudrait choisir. Je pense qu'en réalité, il y a eu un choix des États-Unis, le président Obama, vous vous souvenez de cette formule terrible, sur la Syrie, we don't have a dog in this fight. Autrement dit, on n'a aucun intérêt dans cette affaire. Très bien, il y a une place à prendre pour la Russie. La Russie a une vieille politique arabe depuis le 19e siècle. Elle a reculé, elle a quand même construit le barrage d'Assouan en Égypte, et la Syrie d'Hafez el-Assad était un protectorat russe. Maintenant, il se réinstalle parce qu'on laisse faire.
on laisse faire. Moi, je crois qu'en réalité, sur ces affaires du Proche et du Moyen-Orient, on s'est concentré uniquement sur la lutte contre le terrorisme international qui nous touchait directement. C'est en partie un piège qui nous a été tendu par la Syrie. On est tombé dedans, puisqu'ils ont fait sortir de prison des gens qui ont ensuite ont réactivé Al-Qaïda et une partie de Daesh, pas seulement. Mais je crois que c'est notre seule intervention actuellement. Nous essayons d'être à la table de la discussion diplomatique, mais enfin, on n'a rien à proposer. Et ma thèse actuellement, j'ai parlé de ça à Bruxelles récemment à la Commission, nous n'avons pas à financer la reconstruction de la Syrie. Nous n'avons pas à financer la reconstruction de la Syrie. Ça a l'air égoïste, mais vous voyez, on est toujours un petit peu... On construit l'aéroport de Gaza, les Israéliens détruisent l'aéroport de Gaza, et on reconstruit. Alors là, on ne l'a pas reconstruit. Et on paye l'argent, on paye les fonctionnaires de l'autorité palestinienne. Je crois qu'il faut faire un choix. Et là, en fait, on assiste à la réémergence. Ce qui me frappe beaucoup, là j'étais encore en Afrique jusqu'à hier, c'est le retour de ce que j'appelle la géopolitique précoloniale. La colonisation a bloqué des dynamiques, on les voit se remettre en place. Aujourd'hui, il y a un jeu d'anciens empires, Turquie, Iran, Arabie Saoudite, et il faut laisser ces puissances régionales trouver un équilibre. On peut éventuellement garantir un accord. Excusez-moi, mais quand on les laisse, par exemple, l'Arabie Saoudite au Yémen, c'est un massacre généralisé. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? La solution. Vous voulez qu'on envoie des soldats français en interposition? Non, je n'ai pas dit ça. Non, je ne dis pas ça. Je dis juste que le transfert, la délégation des affaires... Mais ce n'est pas de la délégation, c'est simplement des choix. C'est un choix qui est fait. On se concentre sur ce qui pose directement des problèmes. Et je crois qu'il faut accepter, en effet, que les Européens ne sont plus comme à l'époque de Sykes-Picot en 1916. Mais on ne peut pas avoir les deux, c'est ça ce que je veux dire. Et la difficulté que nous avons, c'est pour ça qu'il y a un échec, c'est qu'on essaye de faire les deux. On essaye à la fois d'avoir une politique en Syrie, et en même temps, on dit, mais ça ne nous concerne pas directement. Vous voyez, il faut accepter de ne pas être en charge de ce qui se passe. Aujourd'hui, c'est la Russie qui a la main, que la Russie trouve un accord avec la Turquie, l'Iran, etc., qu'on pourra éventuellement garantir ensuite, une fois qu'il y aura eu un accord. Mais vous voyez, je trouve que dans notre discussion, il faut qu'on choisisse, région par région, si on sent qu'on a une responsabilité d'intervention diplomatique ou militaire, ou bien pas. Et moi, je serais alors là favorable à la thèse de Bertrand, qui est qu'il faut laisser un peu les jeux de puissance, parce que je crois qu'il y a des puissances. Je pense qu'en fait, je suis en désaccord avec toi, les puissances émergentes sont très westphaliennes. Le souverainisme de la Russie est tout à fait clair. Oui, mais la Turquie, l'Iran, ils ont des logiques tout à fait classiques, tout à fait classiques, et je crois qu'il faut qu'on accepte, au fond, que nous ne sommes plus responsables des malheurs du Proche et du Moyen-Orient. Alors, Bertrand Badi, vous répondrez, mais très court après ma question. Mais vous répondrez. Heureusement que j'ai du métier. Hein. Oui, mais vous savez, il reste un quart d'heure avant de passer la parole à la salle. Et il me reste 2-3 questions. Non, mais parce que... Non, mais vous allez répondre. Vous allez répondre. Parce que vous m'aviez dit qu'on pouvait répondre. Oui, mais justement, vous allez répondre. Mais je voudrais d'abord poser ma question et ensuite vous répondez, s'il vous plaît. À votre question ou à ce que... Aux deux, comme ça, vous combinez. Donc, souvent, dans vos ouvrages, vous faites état d'un passage de conflits inter-nationaux à des conflits intersociaux. Et vous dites, en substance, que les sociétés civiles ont fait irruption dans les affaires internationales et qu'aujourd'hui, vous en avez même fait un ouvrage, Le diplomate et l'intrus, aujourd'hui, les acteurs diplomatiques non étatiques font jeu égal quasiment avec les diplomates traditionnels. Si on part de ce principe-là, et que de l'autre côté, on se dit que les puissances émergentes ou réémergentes sont en train de prendre le contrôle, ou du moins rivalisent avec les Occidentaux pour la marche du monde. Comment expliquez-vous que les puissances émergentes d'un côté qui reprennent un peu la main ne favorisent pas en même temps
l'autonomisation des sociétés civiles. N'y a-t-il pas une contradiction là? Bon, alors en fait, il y a 3 questions. La première, c'est que je voudrais quand même faire écho à ce que disait Michel, d'autant qu'il m'adressait explicitement une question en disant qu'il faut savoir choisir. Eh bien, moi, je ne choisirai pas entre ces 2 éléments de l'alternative parce que je pense que ni l'un ni l'autre n'est le bon. Et qu'effectivement, en hésitant entre les 2, on a tout faux au recto et au verso. Il est temps de comprendre que le monde ne se gouverne plus aujourd'hui comme hier, notamment du fait du paramètre de la mondialisation, notamment du fait de l'irruption des acteurs sociaux, du jeu social, et d'un jeu social qui est vécu directement et activement par tous les individus, grâce au progrès de la communication, grâce à la visibilité, etc., etc. Aujourd'hui, il faut inverser l'ordre des facteurs. Nos cerveaux occidentaux ont été forgés à l'idée de la puissance. C'est-à-dire, Hobbes, c'était ça déjà. Et tous ses successeurs, Clausewitz, Carl Schmitt, etc., ont tous raisonné en termes de puissance, considérant que c'était la clé à tout. Vous connaissez cette fameuse formule que Barack Obama a très justement utilisée. Ceux qui ont un gros marteau chez eux croient que tous les problèmes sont des clous. Il suffit de taper... Ah oui. Bon, ben, vous voyez les dégâts. Il faut repartir de ce qui est le principe du nouveau jeu mondial, qui est cette interdépendance, qui est cette globalisation et qui est donc cette gouvernance globale. D'abord parce que les enjeux les plus graves sont globaux, l'environnement, ne l'oublions pas, qui est un enjeu global, mais la sécurité alimentaire, la sécurité sanitaire, auquel je faisais allusion, également. Et donc, ce n'est pas savoir si on doit intervenir sur le mode de la puissance souveraine ou se désintéresser au nom de la théorie classique de la souveraineté, c'est savoir trouver le fil pour des règlements multilatéraux, globaux, des grandes questions internationales. Et de ce point de vue-là, effectivement, le grand chantier, ce n'est pas la réactivation du multilatéralisme, parce que je vais vous choquer, mais prenant un raccourci pour être bien entendu, le multilatéralisme n'a jamais vraiment existé. Dans un système onusien où 4 ou 5 puissances ont un pouvoir de veto, il n'y a pas de multilatéralisme. Le multilatéralisme, c'est tous ensemble, tous. C'est-à-dire, il est absolument... Mais oui, mais il faut que ça passe, cette idée, parce qu'elle est absolument fondamentale. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir un monde d'acteurs, de citoyens actifs, qui seraient les États-puissances, et de citoyens passifs, qui seraient tous les autres États. C'est-à-dire, effectivement, les acteurs régionaux ont un rôle important. Ce n'est pas étonnant que l'Iran et la Turquie aient de meilleures cartes pour régler les questions moyen-orientales que les États-Unis. Bon. Et quant à la Russie, elle, c'est en même temps une vieille puissance westphalienne et une vieille puissance impériale. Donc ce n'est pas non plus la bonne approche qui est la sienne. C'est absolument évident. De même, faut-il réintroduire les acteurs locaux. De même, faut-il réintroduire les acteurs sociaux et surtout dans tous ces États du Sud qui n'ont pas d'appareil institutionnel suffisamment constitué et fonctionnel pour pouvoir régler les problèmes. Donc, un très grand monsieur qui nous a quittés dans l'indifférence générale, sauf de la part du monde, il faut reconnaître ceci, qui est Kofi Annan, qui était probablement l'un des plus grands dans ce XXe siècle finissant, avait dit « mais l'avenir, c'est le multilatéralisme social ». Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire d'abord qu'il savait très bien que le multilatéralisme classique était piégé par les États-puissances et que donc il fallait s'en défaire. Mais ça voulait dire aussi que les véritables enjeux devaient être trouvés dans le traitement social des grandes questions mondiales. Les conflits aujourd'hui, ce ne sont plus des compétitions de puissance, des guerres de puissance comme les guerres que nous avons connues, ce sont des compétitions de faiblesse, c'est-à-dire des effets de décomposition sociale, de décomposition institutionnelle. Donc la solution, ce n'est pas de se dire est-ce qu'on va intervenir ou est-ce qu'on va les laisser faire. La solution, c'est effectivement de repenser à l'échelle globale la manière d'arrêter, de contenir ces processus de décomposition sociale qui sont en train de ruiner, qui sont en train de tuer les pays du Sud. Alors, dernière remarque, quand je parle des pays du Sud qui réinventent le monde, je n'ai jamais dit
que c'était quelques champions, quelques émergents qui sont en train de mener la danse aujourd'hui. Les émergents sur la scène internationale parlent beaucoup, mais se font très modestes. Regardez la Chine au Conseil de sécurité, regardez la Chine dans les principaux conflits. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que cette réinvention du monde, elle se faisait autour d'un centre de gravité nouveau, dont la non prise en compte a abouti à toute une série de tensions, de déstabilisations et de violences dont nous sommes aujourd'hui l'otage. C'est-à-dire que c'est dans la douleur que le Sud est en train de réinventer le monde. Alors comment faire en sorte que ce ne soit pas par une guerre généralisée, par la prolifération des sociétés guerrières trop nombreuses, vous, Gaïs, qui avez écrit un livre magnifique sur les zones grises, vous le savez bien, comment faire en sorte que la réinvention du monde ne se fasse pas à partir de cet avilissement de Mars, de cet avilissement du conflit? Eh bien justement, en traitant ces conflits, non pas à travers ce qu'ils ne sont pas, c'est-à-dire des jeux de puissance auxquels on opposerait, nous, le canon, mais à travers ce qu'ils sont, c'est-à-dire des effets de cette décomposition sociale qui est en train de tuer ce Sud. Et c'est en cela que les acteurs sociaux sont précieux. Et la contre-offensive qui est menée au Sud contre le malheur, ce n'est pas les États, ce n'est pas les gouvernements, c'est ces ONG qui font un travail formidable, c'est ces sociétés civiles qui se mobilisent, c'est ces acteurs sociaux, ces nouveaux intellectuels. L'Afrique est pleine de nouveaux intellectuels qui savent où aller, qui savent quels sont les problèmes de l'Afrique et qui essayent d'y répondre. Merci. Michel Fouché, dans quelques mois, les Européens vont être appelés à élire un nouveau Parlement. Et apparemment, d'après ce qu'on lit ici ou là, il y a deux modèles qui s'affrontent. Il y a le modèle de la démocratie face à celui de l'autoritarisme. Et on voit que cette confrontation, en fait, est, à l'échelle européenne, le grand conflit à l'échelle mondiale entre la démocratie, qui est essoufflée, fatiguée, épuisée, et l'autoritarisme, un régime autoritaire, qui ont réussi finalement à démontrer qu'on pouvait être dans une logique de développement sans être une démocratie. Est-ce que, quand on répond à l'intitulé « Le monde échappe-t-il aux Occidentaux ?», est-ce que c'est en fait, dit autrement, pas la fin, mais la grosse perte d'influence, les gros reculs de la démocratie dans le monde? Ou est-ce que la démocratie a les moyens de se ressourcer? Oui, il y a deux échelles dans votre question. Il y a la question européenne. Enfin, c'est lié sur la démocratie. Oui, enfin, le développement de la Hongrie et de la Pologne n'est pas fondé sur l'adoption de la solution chinoise de croissance autoritaire. Hein. Ça n'a rien à voir. Et comme le rappelait le président de la République, c'est lié en partie au grand marché unique, à la réorganisation des entreprises industrielles avec la sous-traitance et aux fonds structurels. 82 milliards d'euros pour la Pologne, 37 pour la Hongrie. Donc Orban et Kaczynski critiquent tout sauf la monnaie. Je crois que je crois qu'on en fait trop sur la Pologne et sur la Hongrie. On en fait trop. Il y a eux aussi, mais il y a une parenthèse. Ça ne durera pas en Pologne. Mais enfin, ça donne des petits en Autriche, en Italie. Oui, mais tous ces pays ont une histoire. Tous ces pays ont une histoire. Ils ont été intégrés dans le club démocratique européen. Et puis, il y a des contre-coups, il y a des retours en arrière. Mais enfin, personne ne veut sortir de ce cadre. Non, mais très bien. Mais personne ne veut sortir de ce cadre. L'Italie est un pays fondateur de l'Union européenne. Ça, c'est une L'Autriche n'a rien à voir avec les pays de l'Est. L'Autriche n'a pas fait le travail de mémoire de l'Allemagne. On est d'accord, mais l'Autriche n'a ça pas va fait au-delà de ce travail-là. que je veux dire de l'Europe, de PECO, les pays d'Europe centrale Oui, et mais orientale. moi j'ai une réserve sur la polarisation qui se met en place à des fins électorales. Je vois très bien à quoi ça peut servir pour essayer de refaire à l'échelle européenne, du point de vue français, ce qui a été fait au moment de l'élection présidentielle, c'est-à-dire casser le clivage gauche-droite. Donc il y a un peu le même projet pour créer un groupe central
qui ne serait pas la République en marche, mais quelque chose comme l'Europe en marche, où il y aurait une partie des sociaux-démocrates, du Parti socialiste européen, une petite partie du Parti populaire européen, qui est le parti dominant aujourd'hui, plus l'Alliance des libéraux, qui s'est déjà ralliée à cela. On pourrait avoir Ciudadanos et quelques autres. Donc ça, donc là, il y a une démarche un peu électoraliste. Je crois que cette démarche, je la trouve dangereuse, de cette polarisation-là, parce que ça met au même plan quelques leaders politiques. Je crois qu'il faut persévérer dans les fondements de la construction européenne sur réconciliation, compromis, état de droit. C'est Montesquieu plus l'économie de marché. Donc ça passera en Pologne, ça passera. La Hongrie, c'est compliqué parce que c'est un État malheureux depuis 1920. Et c'est facile d'exploiter tout ça, avec les traités qui lui ont enlevé les 2 tiers de son territoire, l'Autriche-Hongrie, tout ça est bien connu, mais c'est entretenu dans les mémoires. Je crois que la construction européenne est capable d'absorber tout ça. En revanche, il y a en effet, à cause de ce que je disais tout à l'heure, c'est cette révolution digitale qui nous bombarde d'images, puisqu'on est là dans un thème cette année de la puissance des images. C'est très déstructurant. Tout ce qui arrive tous les jours, qu'on comprend mal, ça n'est pas filtré. C'est tellement facile d'effrayer les gens avec une image d'un bateau ou d'une déclaration qui est reprise par tweet, les réseaux sociaux, etc., etc. Ça, c'est déstructurant parce que ça donne l'image d'un îlot prospère menacé. J'ai été très intéressé par les argumentaires des électeurs des nouveaux démocrates en Suède. Il y a peu d'inégalités, il y a un État-providence qui fonctionne depuis des décennies, les syndicats ont toute leur place, il y a une classe politique intègre qui vit simplement, etc., etc. Et on demande aux sociodémocrates, mais pourquoi vous allez voter cette fois-ci pour ce parti de droite, anti-immigration, etc., qui trouve qu'on en fait trop avec l'asile. Il dit, c'est nous qui avons construit cet État-providence, et eux, ils arrivent de Syrie, ils en bénéficient comme nous, alors qu'ils ne l'ont pas construit. Et ce que je pense, c'est qu'il faut refaire de la politique. La globalisation, pour les raisons que j'indiquais tout à l'heure, ces réseaux digitaux, etc., c'est comme l'imprimerie, ça nous oblige à tout repenser. Ça nous oblige à être capable soi-même il ne faut plus être des consommateurs de jeux politiques, il faut être capable d'interpréter soi-même tout ce qui arrive et de se refaire une opinion. Donc je pense qu'en fait, il faut faire de la politique, beaucoup plus que ce qu'on faisait jusqu'à maintenant, et il faut s'adresser en particulier à ces électeurs qui viennent de gauche ou de droite, dans le cas de l'AfD en Allemagne, c'est tout à fait frappant, qui sont déboussolés par tout ce qui arrive, au-delà de toute situation d'inégalité, d'injustice ou de chômage. Puisque ça se passe en fait aujourd'hui dans les pays les plus prospères, à commencer par la Bavière, qui est le land le plus riche de toute l'Europe. Donc ce n'est pas une question économique, ce n'est pas une question sociale, c'est quelque chose qui est plus autour de l'insécurité culturelle, si cette expression a un sens, d'une espèce de malaise par rapport au monde qui s'incarne aujourd'hui par des réfugiés qui demandent l'asile. Là, il y a quelque chose qu'il faut traiter, mais qui n'est pas de l'ordre de nos catégories classiques, je dirais même gauche-droite. Et il y a vraiment tout un travail à faire là pour traiter ces inquiétudes qui sont amplifiées par les fameux réseaux sociaux avec lesquels je me distancie de plus en plus parce que c'est destructeur, ce qui circule dedans est destructeur. Donc là, il y a une vraie remise en cause qui est facilement exploitable. Quand on voit l'ancien stratège Steve Bannon de l'extrême droite, financé par un milliardaire, Mercer, venir faire campagne en Europe, dans l'Union européenne, ce type, on devrait le remettre dans un avion. Est-ce que nous, on s'est mêlés des élections américaines, nous, Européens? C'est invraisemblable. Les Russes s'en mêlent, mais ça, on le savait. Aujourd'hui, c'est Steve Bannon qui vient nous expliquer ce qu'il faut. En attendant qui? Et là, je trouve qu'on est... Je crois qu'il est temps qu'on devienne adulte en Europe. Très bien.
Il reste 25 minutes. Je voudrais juste quand même dire... Alors, très court. Ah bah oui. Bah oui, mais très court. Il veut le mot de la fin. Très Ah court. bah, oui. Ou alors, Non, mais effectivement, c'est peut-être le mot de la fin, parce que je suis tout à fait d'accord avec Michel, c'est très important de considérer que la visibilité est devenue l'un des enjeux majeurs de l'évolution des relations internationales. C'est-à-dire, autrefois, du temps westphalien, seuls les princes faisaient des relations internationales parce que seuls eux étaient informés, seuls eux voyaient. Mais là où je ne suis pas d'accord avec Michel, c'est que la visibilité n'est jamais un élément négatif. Autrefois, c'était profondément anormal que le pauvre mourût sans savoir qu'il existait des riches sur Terre, que le faible venait à disparaître sans savoir qu'il y avait des forts quelque part. La différence majeure des relations internationales aujourd'hui, c'est que tout le monde voit tout le monde et que le pauvre voit le riche. Et ça, c'est effectivement la recomposition par le bas des relations internationales. Il était question de l'Europe, il était question de l'Occident. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça ? C'est justement travailler à une nouvelle gouvernance de cette visibilité. C'est-à-dire l'intégrer directement dans notre jeu de relations internationales et dans notre jeu diplomatique. C'est ça véritablement l'enjeu. merci. Merci d'avoir été court. Merci, messieurs. Merci, Michel Fouché. Merci, Bertrand Badi. Alors, je pense qu'il y a des micros qui doivent se déplacer. On va prendre quelques questions. Alors, là, je vais être à nouveau censeur. Je ne prends que des questions, et sans reproche, oui. Je prends que des questions, s'il vous plaît. Pas de témoignages, Oui. pas de remarques, pas de souvenirs, pas d'anecdotes. Des questions, s'il vous plaît. Alors, il y a une question là. Je vois pas. Ah, là. Oui. Alors, là d'abord, et après là. Et après là, au fond, le monsieur à la casquette. Alors, court, s'il vous plaît. Vous avez parlé de culturel, vous avez parlé d'économie, vous n'avez absolument pas parlé de cultuel. Comment positionnez-vous vis-à-vis de ce grand défi de l'Europe, les enjeux cultuels ? Merci. Première question, les enjeux cultuels. Ensuite, deuxième question, voilà. Madame lève la main, elle se retourne là, voilà. Voilà, elle lève le bras. Court, s'il vous plaît. Oui, très court. Comment positionnez-vous la finance mondiale dans vos analyses ? Je n'ai pas compris que vous l'ayez intégrée. Et pourtant, il me semble qu'elle tire bien les ficelles, particulièrement depuis que Nixon, en 1971, a cassé le système monétaire international. Ils sont partout, mais on ne les voit jamais. Très bien. Puissance financière. Ensuite, derrière le monsieur à casquette, on va prendre une troisième, puis après une quatrième devant. Première série, puis on verra après. Bonjour. Bonjour. Vous avez, alors je tiens à vous remercier pour la qualité du débat, mais vous avez absolument oublié de parler, je pense, de quelque chose qui peut être très important, c'est l'écologie. Et vous parlez de puissance économique, de combat entre puissances, sans oublier qu'on est sur un modèle de développement non durable. Et est-ce que l'Europe pourrait avoir un modèle de développement durable et le proposer ? Merci. C'est la troisième question. On passe à une quatrième devant et ensuite on répond. Merci, madame. Bonjour. C'est une question pour le monsieur à gauche, dont je ne sais plus le nom. Là ou là ? Là ? Oui. Alors, comment faites-vous pour ne pas vous sentir utopique ? Ouh. Je réponds. Attendez, alors, on va commencer par celle-ci, voilà. Écoutez, madame. Attention. Non. Je vous préviens. L'utopie, c'est le réalisme de demain. C'est-à-dire... Ah oui. Notre 19e siècle européen a produit plein d'utopies. Socialisme, communisme, libéralisme, tout ça renvoie à des utopies qui ont été forgées par des philosophes, des politiques, peut-être des rêveurs. Ça a été la sève de ce qui a permis de dépasser la routine et de construire un monde adapté à ce qui était à l'époque le paramètre nouveau et que beaucoup ne déchiffraient pas, qui était la société industrielle. Le grand problème que nous vivons aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas suffisamment d'utopistes, qu'il n'y a pas suffisamment de penseurs de demain, que nous sommes cramponnés
au passé pour continuer à utiliser ces recettes dans les échecs les plus remarquables. Donc, je ne sais pas si je suis utopiste, moi je n'ai pas la prétention d'être autre chose que professeur de relations internationales, mais c'est déjà suffisant d'ailleurs, mais si je le suis, tant mieux, et croyez-moi, je ne me soignerai pas. Hein. D'accord, mais Bon. un petit bémol quand même sur les utopies, parce que les utopies meurtrières, on a vu ce que ça a donné au XXe siècle. Hein. Et le réalisme meurtrier, Mais qu'est-ce que ça donne? je ne dis pas le contraire, mais moi je refuse ni l'utopie et le réalisme. Et Donc, vous croyez que les assassins du XXe siècle étaient des utopistes? Moi, je crois certains que oui, autre chose. certains oui, au prix de millions de morts. Alors, une question sur Oui. l'écologie, le développement, après la puissance financière et puis l'enjeu cultuel. Qui veut répondre sur le développement, l'écologie? Ah mais moi, monsieur, l'écologie, j'en ai parlé plusieurs fois. Non seulement j'en ai parlé plusieurs fois, mais je l'ai même érigé au niveau du premier enjeu du monde globalisé, n'est-ce pas? Et j'ai dit tout à l'heure que la gouvernance globale partait justement du constat que les périls environnementaux ne pouvaient être traités que globalement, c'est-à-dire en dépassant le modèle westphalien. D'ailleurs, ce n'est pas étonnant si ceux qui critiquent la COP21, qui d'ailleurs était loin d'être parfaite, sont d'abord America First. Bon, c'est-à-dire effectivement ce retour à l'obsession souverainiste et westphalienne. Et monsieur, j'ai toujours peur de tromper dans son nom, Borso. Borso? Non, pas Borso Rava. Le Brésilien Oui. Borso Vino? Non, Borso... Enfin bref, le leader, qui est sur le point de gagner. De l'extrême droite. Borsolaro. Comment ce monsieur nous a déjà annoncé qu'il allait retirer le Brésil de la COP21, ce qui est gravissime compte tenu de ce que représente la forêt amazonienne comme poumon de notre globe. Bon. Donc, évidemment que c'est l'enjeu numéro un, mais numéro un de numéro un, avec, je mettrai ex aequo, la sécurité alimentaire. N'oubliez jamais qu'il y a 850 millions d'individus sur Terre qui ne mangent pas à leur faim. N'oubliez jamais que la faim dans le monde fait de 6 à 9 millions de morts par an, c'est-à-dire l'équivalent de 8 attaques sur le World Trade Center par jour. Et cela veut dire que le temps de notre réunion, eh bien, il y a déjà l'équivalent des victimes du World Trade Center qui sont morts de faim dans le monde. Voilà. Et ça, ce sont les paramètres fondamentaux. Le reste, c'est de la blague. Les missiles nord-coréens, les missiles iraniens, tout ça, c'est de la blague. Ce n'est plus des enjeux internationaux. Les vrais enjeux internationaux, je ne peux qu'aller dans votre sens, donc ça va écourter ma réponse, n'est-ce pas? C'est effectivement ce que vous dites. Et ça implique, comme vous le dites très bien, de changer de modèle de développement. C'est tout à fait réel. Merci. On va laisser Michel Fouché répondre aux deux premières questions, donc la globalisation financière et les enjeux cultuels. Oui, j'ai parlé à plusieurs fois de globalisation économique et financière, lancée par Reagan et Thatcher avec la dérégulation. Et donc l'enjeu là, c'est règle ou pas règle. La crise de 2008, la crise financière qui est née aux États-Unis, par un excès d'endettement de populations de classe moyenne qui voulaient accéder à la pleine propriété, avec des emprunts de mauvaise qualité, continue de faire des dégâts. Et il y a eu, dans le journal Le Monde en particulier, toute une série d'analyses il y a quelques semaines à l'occasion du 10e anniversaire de cette crise, qui a nourri en effet ce qu'on appelle les mouvements populistes. Donc je crois que l'enjeu là, c'est la question de la règle. C'est aussi, comme disait De Gaulle, le privilège exorbitant du dollar, qui fait que des décisions américaines non justifiées s'appliquent aux entreprises européennes et qu'on n'a pas le moyen de créer des canaux alternatifs. On y travaille, mais ça ne sera pas suffisant pour convaincre les entreprises. La bonne nouvelle, c'est que l'euro est aujourd'hui la deuxième monnaie de réserve du monde. C'est 28% des réserves de la Banque centrale chinoise, c'est 40% des réserves de la Banque centrale russe, c'est presque le tiers des réserves de la Banque centrale turque, etc., etc.
Donc là, on a réussi quelque chose en termes de souveraineté monétaire. Les questions cultuelles, c'est un sujet très très compliqué. Je crois savoir ce qu'il y a derrière. On pourrait dire qu'en effet, on a, c'est aussi un effet de la globalisation, de la circulation des images, de la puissance des images, une sorte de frottement, comme dirait Marcel Gauchet, le philosophe, entre un monde où le religieux est devenu une affaire privée, toute la laïcité à la française. C'est vrai partout, sauf aux États-Unis. On voit très bien aujourd'hui la remontée en puissance des églises évangéliques, qui sont l'électorat de base du président actuel et le soutien de la Cour suprême, qui sont aussi un acteur de la vie politique internationale. Au Soudan, où j'étais encore il y a 2 jours, le Sud-Soudan a fait sécession en partie parce que sa cause a été soutenue au Congrès des États-Unis par les églises évangéliques. C'est une terre de mission. Et puis il y a les sociétés, en particulier les sociétés musulmanes, où le religieux structure tous les niveaux de l'organisation sociale. Et donc là, on a une vraie difficulté à faire appliquer les lois de la République dans des sociétés où la religion est une affaire privée. Merci. Vous vouliez dire un petit mot sur la religion, l'effet cultuel? Oui, très court, avant la très deuxième brièvement, série. je voudrais vous rassurer, il n'y a pas de problème cultuel. Il y a un problème de l'instrumentalisation politique des cultes et des religions, ce qui est tout à fait différent. Et la pire des choses, c'est cette simplification que certains nous imposent, qui consiste à dire qu'on est dans une situation de guerre des religions. On est dans une situation de guerre entre entrepreneurs politiques qui manipulent et confisquent les symboles religieux. Ce qui est tout à fait différent, parce que ça veut dire que rien n'est fatal dans l'impossibilité de religions de coexister ensemble. C'est simplement leur usage politique qui échappe aux acteurs religieux. Et c'est la raison pour laquelle il faut accueillir tout ça avec énormément de modestie et énormément d'esprit d'ouverture. Les thèses huntingtoniennes ont fait un mal fou à la pensée. On fait un mal fou à la pensée et c'est notre obligation de citoyen que de savoir s'en prémunir. Merci Bertrand Badi. Alors, encore 1 ou 2 questions et ensuite on clôt le débat. Alors, il y a un bras qui se lève là? Non? Oui. Non? Par ici, s'il vous plaît. Ah pardon, excusez-moi, je ne vous avais pas vu. On ne voit rien avec les lumières. Je voulais avoir le point de vue de M. Badi et M. Fouché, si je ne me trompe pas. On n'entend rien, monsieur. Oui. Problème des rejets de la civilisation occidentale par les étudiants de Stanford au début des années J'ai rien 80. compris. Excusez-moi, j'ai rien compris. Je ne parle pas assez fort. Non, vous parlez trop près, trop près. Ah, autant pour moi. Je recommence doucement. Le rejet de l'enseignement de la civilisation, la culture, le Western Thought à Stanford au début des années 80 et plus récemment en Australie. Le modèle anglo-saxon a rejeté donc la culture à l'occidentale. Je voulais avoir votre point de vue là-dessus, si ça vous parle. J'ai pas compris la question. Je suis désolé. Le rejet de la culture occidentale. Voilà, par il y a eu qui des grands penseurs, par les étudiants américains. Stanford, qui est une des plus prestigieuses universités au monde. Donc Et des universités américaines qui auraient rejeté la pensée en occidentale. grande majorité, ils ont rejeté par un vote l'enseignement de l'enseignement à la culture occidentale. Alors là, D'accord. je sais Bon, pas c'est une qui est au question. courant ici, si quelqu'un veut répondre. Je dois être hors sujet alors. Je sais pas, je pense pas, mais je comprends pas. Mais justement, c'est le siècle Bon. des Lumières, c'est la suprématie du blanc par rapport au passé colonialisme. Ok, c'est pas grave. Vous avez compris? Enfin, si vous pouvez essayer de répondre, je sais pas si vous avez compris, non? Il y a, monsieur, un énorme débat autour de tout ça qui englobe les différentes postures des études postcoloniales qui vont de formes nuancées jusqu'à des formes radicales et extrêmes. C'est vrai. Ce que moi, personnellement, puisque vous me faites l'honneur de me poser cette question, j'en pense, tout ce qui est refus d'étudier me paraît suspect, dangereux et exécrable. Hein, c'est évident. C'est absolument évident. Que maintenant, nous sachions intégrer
dans les études sur nous-mêmes, le recul critique, dont il faut bien admettre que ceux des autres cultures n'ont pas nécessairement par rapport à la leur, c'est très exactement l'objectif de la science. La science est là pour faire avancer la pensée critique, et c'est la raison pour laquelle, souvent, la pensée, la philosophie ou la religion l'emportent sur la science. Mais si vous me demandez ce que j'en pense, très modestement, je vous dirais que rien ne doit être exclu de l'analyse, et surtout, nous ne comprendrons rien aux douleurs de notre monde actuel si nous n'avions pas une parfaite connaissance des cultures, des philosophies et des pensées qui ont contribué à le forger. Merci. Une dernière question. Oui. Alors, monsieur. Oui. Et Oui. madame. Alors, monsieur d'abord, et ensuite. Oui, bon. Je suis d'accord avec M. Badi, il faut une gouvernance mondiale pour traiter les problèmes de l'écologie. Mais la question est quel est le moteur qui va permettre de la mettre en place. Personnellement, je suis pessimiste et j'ai tendance à croire que ce moteur, ça sera l'arrivée d'un désastre qui touchera chacun des humains, y compris les mieux protégés aujourd'hui contre les dégâts de l'écologie. Merci, monsieur. Oui, votre question, monsieur, elle est absolument fondamentale et pardon de ne pas y avoir répondu dans mon intervention première. Il y a quelque chose que nous maîtrisons mal, c'est le moteur qui permettra de passer de la très vieille compétition de puissance aujourd'hui totalement hors d'usage et d'efficacité à cette gouvernance globale. Vous avez donné le scénario le plus pessimiste, qui hélas existe. Et d'ailleurs, je le disais sous une toute autre forme tout à l'heure, pourvu que cette réinvention du monde par le Sud ne se fasse pas totalement, exclusivement par la douleur, c'est-à-dire, vous savez, n'oubliez pas une chose, c'est que la coexistence pacifique entre l'Est et l'Ouest a coûté 36 millions de morts à la planète, c'est-à-dire 36 millions de morts du Sud. C'est-à-dire que la douleur, elle a commencé comme ça, pourvu que ce ne soit pas elle qui soit la porteuse exclusive de cette transformation du monde et ce passage à la gouvernance globale. Je pourrais avancer une hypothèse un peu moins pessimiste, qui est, hélas, parce que ce n'est pas très glorieux comme moteur, l'utilitarisme. Regardez comment, peu à peu, on en est venu au multilatéralisme sur certains points. Comment on a construit un magnifique régime international de l'aviation civile qui permet à des milliers et des milliers d'avions de voler tous les jours et auxquels souscrivent autant la Corée du Nord, les États-Unis de M. Trump ou les Philippines de M. Duterte. Tout ceci tient au fait que dans la tête de tous ces gens-là, même s'ils ne brillent pas d'intelligence, il y a la conviction que le jour où les aéronefs ne pourront plus voler, ça sera mauvais pour tout le monde. C'est-à-dire que l'utilitarisme pousse les individus de temps en temps à des choix d'abandon volontaire de souveraineté pour obtenir un avantage supérieur à ce que leur apportait leur égoïsme national. C'est là-dessus qu'il faut compter. Et je ne voudrais pas quand même, à titre personnel, que vous traduisiez certains de mes propos comme étant véritablement désabusés. Il faut de temps en temps voir le côté jardin. Le côté jardin, c'est que grâce à cette gouvernance globale déjà en partie en marche, on a fait de magnifiques bonds en avant. C'est-à-dire, regardez les campagnes de vaccination en Afrique. Nous les devons à la mondialisation. Et ça a permis d'épargner des millions et des millions de vies, d'éradiquer certaines maladies comme la variole, par exemple, qui menace encore, mais qui a été éradiquée grâce à l'OMS. Rendons donc hommage à l'OMS et aux vertus d'un multilatéralisme bien compris qui existe. Je disais tout à l'heure qu'il y a 850 millions d'affamés sur Terre, ce qui est criminel. Mais il y a 50 ans, il y en avait autant, et depuis, la population mondiale a doublé. Ça prouve quand même qu'il y a déjà les réflexes mentaux dans l'esprit des gens, dans l'esprit des décideurs et des princes, pour de temps en temps faire le choix de la gouvernance globale, et c'est la raison pour laquelle il ne faut pas non plus désespérer. Merci. Dernière question, madame. S'il vous plaît. La dédollarisation. Waouh. Et je me disais, oui, que ça serait pour un débat futur. La dédollarisation du monde. J'aimerais bien que vous penchiez sur ce problème. Oui, parce que... Bon, d'accord. Où en est-on de la dédollarisation du monde? Oui, il y a la Russie, il y a la Turquie. Bon, on entend parler de ça en Chine. Bon, ils ont commencé à vendre... oui, enfin, ils essaient de se libérer un peu du dollar. Pour moi, merci. Michel Fouché.
Oui, je ne suis pas sûr que ce soit le cœur du débat. Il y a des accords bilatéraux. Il y a des accords bilatéraux qui prend la place. Il y a des accords bilatéraux qui permettent de commercer avec la Chine en yuan, qui n'est pas une monnaie internationale, mais il y a des arrangements, si vous voulez. Il est clair, je l'ai dit tout à l'heure, que c'est pas les privilèges exorbitants, c'est surtout ce qui est plus gênant, c'est l'extraterritorialité du droit américain. C'est-à-dire que ça s'impose à tout le monde dès lors qu'on commercialise en dollars ou bien qu'on utilise d'ailleurs du matériel informatique avec des composants américains. Moi, je crois, pour conclure, je reviens sur tout ce qu'on a dit, globalisation, il y a un élément technologique, la révolution digitale, aussi importante que l'invention de l'imprimerie. Ça favorise une circulation générale des images et des idées, bonnes ou mauvaises, à très bas coût. Ça met sur le marché des idées des récits complètement compétitifs. L'exemple, c'est solution chinoise en Afrique, on peut se développer économiquement sans perdre du temps avec la démocratie. Ça, c'est vraiment un récit en compétition, je dirais, avec celui que l'on porte. Et donc, il y a tout un travail à faire de pensée, de réflexion, de débat. Et s'il y avait un secteur stratégique aujourd'hui à privilégier, y compris dans nos pays, c'est tout ce qui est éducation et formation. Merci. Vous vouliez oui, rajouter je voudrais, un parce petit que mot. la question de Madame est une question, je crois, très très importante. Hein. Nous avons vécu l'entrée progressive dans la mondialisation, c'est-à-dire dès le 19e siècle, sur l'idée d'une monnaie hégémonique. Ça a été la livre sterling au 19e siècle. Ça a été ensuite le dollar avec toutes les péripéties qui nous avons suivies. Maintenant, l'enjeu est considérable. Parce que tant que le dollar restera la monnaie d'échange, effectivement, l'hégémonie américaine aura sa part irréductible de résistance. Et donc, ça, c'est véritablement un enjeu pour l'Europe. C'est-à-dire, nous pouvons fort bien, nous sommes suffisamment forts, Michel le rappelait tout à l'heure, pour pouvoir parvenir à une dédollarisation de l'économie internationale, ce qui rendrait une part de liberté aux différentes politiques publiques, et notamment dans le cadre des sanctions prises contre l'Iran. C'est quelque chose de possible, mais c'est une volonté politique qui, pour l'instant, n'existe nulle part. Merci mes invités, merci Michel Fouché, merci Bertrand Badi, merci messieurs, dames. Bon festival. Ceux qui veulent continuer le débat avec Bertrand Badi et Michel Fouché, je vous invite au stand de la découverte et de CNRS Éditions pour échanger avec nos deux auteurs qui signeront leurs ouvrages. Merci et encore une fois, bon festival. Au revoir.